Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue à ce deuxième WebTech organisé par le Pôle européen de la céramique en partenariat avec l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Je suis Florent Meuger, chargé de mission Occitanie, et c'est moi qui vais animer ce webinaire. Tout d'abord, quelques mots sur le Pôle européen de la céramique. Le Pôle européen de la céramique, c'est le seul pôle de compétitivité en France dédié aux céramiques et qui représente finalement plusieurs marchés, plusieurs domaines d'activité stratégiques. Ces domaines d'activité stratégiques sont le luxe et la création, le transport et l'énergie, santé, environnement, habitat, ainsi que l'électronique et la photonique. Nous avons également deux domaines d'activité dites transverses, que sont l'usine du futur et les traitements de surface. Le pôle est composé de 140 adhérents qui sont globalement répartis sur le territoire français, mais également à l'étranger, au niveau de l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique. Et en fait, tout ce réseau fait qu'on mène des actions au niveau du pôle, à l'échelle internationale, mais également à l'échelle nationale. Et plus spécifiquement, comme vous l'avez compris, en tant que chargé de mission Occitanie, on mène des actions au niveau régional, comme en Occitanie. On a également différents partenariats locaux, comme dans le cas présent avec l'agglomération Tarbes-Pyrénées, où on mène des actions sur des territoires spécifiques. Et dans le cas présent, on parle vraiment du bassin tarbais. Ce partenariat avec la communauté d'agglomération Tarbes-Pyrénées, il date de l'année dernière, où dans le cadre de territoires d'industrie, on a organisé une journée sur les céramiques et la formation sur la zone d'activité Céraminov Pyrénées à Bazette. Si vous ne le savez peut-être pas, en fait, dans la zone de Bazette, vous avez un fief historique de céramique technique avec des sociétés telles que SCT, Mersenne Boustec, Palexekia ou Cerafast Microcertec qui ont des activités dédiées à la céramique technique. Lors de cette journée, il y a eu des tables rondes autour de la formation, des présentations d'industriels, mais également des visites de sites. Dans la continuité de ces actions, nous avons souhaité cette année mettre en place des WebTech to Tarbes, des petits événements digitaux sur une semaine où industriels, académiques, centres de transfert technologique et également artistes peuvent échanger avec vous sur leur savoir-faire, leurs compétences et leurs projets. L'année prochaine, nous organiserons à nouveau une journée en présentiel autour des céramiques et de l'innovation. Comme vous l'avez compris, et je pense que vous avez tous vu un petit peu le programme des WebTech to Tarbes, finalement on a réussi à faire 10 WebTech to Tarbes sur une semaine, ce qui prouve vraiment qu'au niveau du bassin tarbais, il y a vraiment une culture céramique. C'est vraiment un lieu d'échange et de transfert entre les industriels dont j'ai parlé précédemment, mais ils ne sont pas que autour de Bazette, mais également des artistes, puisqu'il y a l'école d'art de Tarbes par exemple, et ces structures qui sont en support des industriels, comme le LGP, l'ENIT et le CRIT Technacol, qui va échanger avec vous aujourd'hui. Donc là, vous avez un peu la liste des prochains WebTech à venir. N'hésitez pas, si des sujets vous intéressent, à vous y inscrire. Je profite également pour revenir sur un événement que le pôle organise les 4 et 5 novembre de cette année, qui s'appelle Ceramic Network. Ceramic Network, c'est la convention d'affaires, en fait, finalement organisée par le pôle, avec des visites de sites, des conférences et bien sûr des rendez-vous B2B. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter et ensuite je relayerai l'information à mes collègues qui sont en charge de ce projet, comme notamment Mathilde Forestier. Quelques, on va dire, consignes pour que le webinaire se passe au mieux. Alors pour information, vous avez tous votre micro qui est coupé. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à aller dans le petit onglet questions que vous avez normalement et à écrire vos questions. À la fin de l'intervention de Mathieu, je lui lirai les questions, comme ça il pourrait y répondre au fur et à mesure. En sachant qu'il n'y a que moi qui les reçois, normalement, elles seront anonymes et donc vous ne les divulguerez pas si elles ont un côté confidentiel. Donc maintenant, je vais laisser la main à Mathieu Charlat, donc qui est chargé d'affaires chez Technacol, qui va vous parler du collage au service des assemblages céramiques ou multimatériaux à base de céramique. Donc bonjour à toutes et à tous. Alors comme effectivement présenté, je m'appelle Mathieu Charlas, je suis ingénieur et chargé d'affaires au CRIT Technacol. Donc CRIT, il s'agit d'un centre régional d'innovation et de transfert de technologie. Nous sommes historiquement spécialisés dans le collage, basé à Tarbes, donc à environ 5 km du pôle céramique de Bazette qu'a présenté Florent à l'instant. Et de par cette proximité, en fait, on a développé un ensemble de compétences autour du collage de pièces céramiques en tout genre, dans tout domaine. Et c'est ce dont on va discuter aujourd'hui. J'ai
je vous propose une présentation qui va balayer un petit peu l'esprit dans lequel il faut être pour concevoir des solutions collées, et plus particulièrement dans les métiers de la céramique, en reprenant des exemples qui, je l'espère, vont couvrir à peu près l'ensemble de vos applications compte tenu de la liste des participants. J'ai essayé d'être assez exhaustif, néanmoins. Vous avez mon contact ici, n'hésitez surtout pas à me contacter suite à la présentation si vous avez des questions ou des sujets plus particuliers que vous voudriez aborder plus en détail. Alors, tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est une présentation extrêmement générale. Je voulais repartir par quelques éléments théoriques accessibles à tout profil. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un adhésif? Alors, en gros, j'ai essayé de les résumer. On va trouver deux grandes catégories. Ce qu'on va appeler les thermofusibles ou dit hot melt. Donc, ce sont des matériaux polymères. Alors, on a souvent un polymère, cette analogie du plat de spaghetti. Donc, c'est un petit peu l'idée. Ce sont des molécules relativement longues quand même dans le domaine de la chimie, qui sont généralement d'ailleurs la longueur de ces chaînes est répartie selon une loi de Poisson, hein, donc centrée autour d'une moyenne. Donc, au-delà d'une certaine température, cette matière se relaxe et est mobile. Donc, on va passer typiquement d'un état solide et stable à, au-delà d'une certaine température, un état liquide et, du coup, dans le cas des adhésifs hot melt, un liquide collant. Et en dessous de ce point de fusion, on va retomber dans un état solide et stable. Typiquement, un exemple de hot melt, c'est les cols qui sont utilisés pour faire la reliure de livres. C'est clairement pas les cols qui sont les plus utilisés sur le marché. Néanmoins, ce qu'on va retrouver la plupart du temps sur le marché, ce sont des adhésifs dits thermodurcissables. Donc là, on est dans une configuration un petit peu différente. C'est une configuration qui va associer une résine polymère, toujours pareil avec cette répartition de longueur de chaîne suivant une loi de Poisson, et qu'on va associer à un durcisseur. Et en faisant un mélange dans des proportions stoichiométriques, c'est là qu'on va arriver à associer ce résine et ce durcisseur pour former un réseau polymère qui sera tridimensionnel et qui, lui, je dirais, une fois qu'il est mis en œuvre, c'est terminé. En fait, il ne peut absolument plus être fondu et être remodelé, ce qui était le cas des précédents adhésifs. Alors, pour revenir sur ce cas des adhésifs thermodurcissables, cette réaction de durcissement, on appelle ça une réaction de réticulation dans le jargon. Plus sommairement, on appelle ça de la cuisson. Vous entendrez des fois polymérisation, c'est utilisé de manière un peu impropre du point de vue d'un chimiste, mais en tout cas, on se comprend quand même. C'est des réactions qui sont activées par la température. C'est-à-dire qu'il va falloir apporter, que l'environnement apporte une certaine quantité d'énergie pour activer cette réaction de durcissement. Ou alors, par l'humidité de l'air. C'est le cas d'une famille de matériaux que vous connaissez tous, je pense. Il s'agit des silicones, des mastiques silicone, typiquement les mastiques qu'on utilise en salle de bain, ou activés par ultraviolet. Donc là, en fait, c'est qu'on a des inhibiteurs de réaction de réticulation qui sont adjoints à ce mélange résine-durcisseur. Et ce sont des inhibiteurs qui sont sensibles à l'ultraviolet. Et dès lors qu'on va venir installer avec un rayonnement ultraviolet l'adhésif, de suite, on va avoir une destruction de cet agent bloquant et qui va démarrer immédiatement la réaction. Alors, la grande question qu'on se pose généralement quand on aborde cette problématique de collage, c'est pourquoi ça colle? Alors, la réponse n'est pas simple du tout. Il y a plusieurs grandes théories qui sont, alors je pense que je ne suis pas trop loin de les avoir établies dans l'ordre chronologique de leur découverte en quelque sorte. La première grande théorie qui a été établie sur le modèle de l'adhésion, c'est la théorie de l'ancrage mécanique. C'est-à-dire, d'ailleurs, je pense qu'intuitivement, on a tous ce réflexe, si on veut coller quelque chose, si on veut peindre quelque chose, sur la problématique du collage et de la peinture, des vernis, c'est à peu près la même chose en somme, on va avoir tendance à vouloir travailler la rugosité, c'est-à-dire clairement faire du ponçage, augmenter cette rugosité. Et on a cette notion un peu intuitive de plus c'est rugueux, plus ça colle. Alors, en vérité, ce ratio, là, cette relation, elle est un peu plus complexe que ça, parce qu'il faut se référer à vous imaginez la viscosité de la colle. Si vous avez une colle qui est trop visqueuse, elle aura des difficultés à aller dans les infractuosités et ça pourrait être un petit peu compliqué.
Mais néanmoins, on a cette théorie de l'ancrage mécanique qui, dans de grands nombres de cas, se vérifie. Et c'était une des premières à être établie pour expliquer ces phénomènes de collage. La deuxième théorie, c'est une théorie électrique. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des charges électriques dans l'adhésif et dans le substrat qui s'associent, qui font que l'ensemble tient. Alors, ça se vérifie dans certains cas, notamment sur certains adhésifs faibles, c'est-à-dire par exemple un scotch. On arrive à voir par cas, lorsqu'on détache un scotch d'un substrat, qu'on a des générations luminescentes en fait, qui sont liées à ces charges électriques. C'est assez rare, mais ça peut se vérifier. En tout cas, c'est une explication qui peut marcher dans certains cas, mais qui n'est certainement pas généralisable. Donc, si on cherche une théorie un petit peu plus prégnante, il va falloir aller chercher ailleurs. Alors, un autre cas, c'est la théorie de la diffusion. Et ça, c'est un cas, alors on peut faire un petit cocorico, puisque c'est une théorie qui a été à la base initiée par Pierre-Gilles de Gemme, qui a gagné d'ailleurs un prix Nobel pour cela. C'est le principe d'une... alors, je cite Pierre-Gilles de Gemme, du coup, c'est le principe de reptation, c'est-à-dire des molécules qui s'entrepénètrent à la manière d'un reptile. Et donc qui crée une interface très fusionnelle et très solide entre les deux matériaux. Donc là, c'est pareil, ça se modélise. On arrive à le vérifier dans certains cas, mais pas dans tous. Et enfin, une théorie qu'on va retrouver déjà un petit peu plus facile à généraliser, et comme je l'ai marqué, qui joue un rôle un peu plus prépondérant dans l'adhésion, c'est la théorie thermodynamique, qui elle va être basée sur des liaisons dites de faible énergie, des liaisons de Van der Waals. C'est-à-dire que vous imaginez que dans les différentes molécules qui peuvent être impliquées dans un collage, vous avez des molécules qui vont être plus ou moins polarisées, avec une certaine partie de la molécule, comme je l'ai représenté ici sur ce schéma, qui va présenter un certain nombre de charges négatives, en surnombre en quelque sorte, en gros beaucoup d'électrons dans cette zone, beaucoup de protons dans celle-là, donc ça va faire des charges plus et des charges moins qui vont avoir tendance à s'attirer, se repousser et créer ces phénomènes d'adhésion. C'est un phénomène assez prépondérant dans l'adhésion et c'est notamment ce qu'on cherche, pour ceux à qui ça va parler, quand on fait des études de mouillabilité ou des études de continuité de film d'eau, par exemple, sur des cas de traitement de surface. Donc ça, c'est un principe qui se vérifie assez souvent. Et enfin, une théorie chimique, où là, il y a carrément une accroche chimique des molécules qui se sont liées entre elles pour former des liens forts entre l'adhésif et le substrat. Donc là, ce que vous avez schématisé ici, c'est un lien entre un métal et un matériau polymère, un radical R, par une liaison ester, par un pont oxygène. Donc, c'est des choses qui sont pas généralisables, mais en revanche qui sont souhaitables. C'est-à-dire que, entre guillemets, malheureusement, on ne le retrouve pas dans tous les cas, mais si on veut avoir un collage de bonne qualité, un collage structural, on va devoir rechercher ce type de configuration. Et enfin, une autre théorie, c'est plutôt celle-là pour expliquer pourquoi ça ne colle pas, c'est la théorie des couches de faible cohésion. C'est-à-dire que là, on vient apporter tout un élément qui va mettre en scène des impuretés, des bulles, des infractuosités au niveau de l'interface plus précisément, entre les deux matériaux qui vont créer une zone de faible résistance. Et quelque part, c'est tous ces éléments-là qu'il faudra contrer quand on va préparer un collage pour s'assurer qu'on va être dans des configurations souhaitables. Donc, il n'y a pas une seule explication pourquoi ça colle. En revanche, il y a un ensemble de théories qui se cumulent, qui s'associent pour pouvoir expliquer des phénomènes. Donc, en fonction du cas dans lequel vous vous situez, vous allez avoir une solution qui va être prépondérante par rapport à une autre. Alors, je reviens un petit peu plus dans le sujet maintenant, dans le sujet des céramiques. Alors, déjà, commençons par, alors je pense que je ne serai personne pour vous faire un cours là-dessus, mais en revanche, qu'est-ce qu'une céramique? C'est une association d'un gaz et d'un métalloïde. Donc, pour simplifier le discours, j'ai pris l'exemple de silice, donc d'association de silicium-oxygène.
Et en gros, dans ce cas-là présent, c'est un cas qu'on va pouvoir transposer à plusieurs autres cas de céramique, hein. Quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour préparer un collage? La première stratégie, ça va être la préparation de surface, le nettoyage. Alors, le nettoyage, effectivement, là, je l'ai symbolisé par des longues chaînes carbonées, des chaînes aliphatiques, hein, qui représentent tout ce qu'on va trouver de gras en surface. Ça peut être simplement le gras déposé par le toucher, déposé au toucher, des gras de pièces d'usinage, que sais-je, tout un tas de pollutions qu'on va retrouver de manière absolument naturelle à la surface des pièces. Donc, effectivement, cette couche-là va être un gros générateur de cette interface de faible cohérence qu'il va falloir nettoyer. Donc, il y a des solutions pour ça, hein. Je vais citer quelques exemples, des solutions de dégraissage lessiviel avec des solvants, des fois des solvants en phase vapeur, plus ou moins de problématiques d'ailleurs, hein, par rapport à la toxicité de ces solutions-là. On pourra en reparler. Donc, le principe, c'est évidemment de se débarrasser de tous ces éléments polluants pour pouvoir préparer un collage. La deuxième chose, ça va être la texturation. C'est un petit peu ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est aller chercher une rugosité, alors non pas qu'il soit extrêmement élevé, mais qui soit adapté finalement à l'adhésif qu'on va avoir derrière. Donc ça peut se jouer avec des solutions d'abrasion, comme vous les connaissez tous, hein, des ponçages, des choses comme ça, ou alors des attaques chimiques. C'est répandu, je pense, dans le cas des céramiques. Des plasmas qui peuvent jouer à la fois cette attaque chimique et, on le verra plus tard sur le slide suivant, éventuellement des solutions aussi d'implantation d'espèces chimiques réactives dans un autre but, et du laser, et ainsi de suite. Et enfin, la fameuse liaison chimique dont je parlais. Donc là, on pourra effectivement mettre en place un plasma. Ce que je disais, c'est qu'il est possible d'y implanter des espèces chimiques réactives sur cette surface pour pouvoir créer du lien. Et ça passe aussi évidemment par l'utilisation de primaires qui vont avoir, je dirais, une double fonction. La première, c'est d'accrocher sur la céramique, et une deuxième fonction chimique qui va être compatible avec un matériau, alors, la plupart du temps organique, hein, pour pouvoir y associer une colle. Donc c'est toute c'est l'ensemble de ces stratégies qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir se préparer à un collage dans des conditions optimales. Ensuite, il ne faut pas perdre de vue, là on est dans un domaine qui se rapproche assez de ce qui se passe dans l'industrie des composites. C'est-à-dire qu'on associe différents matériaux et c'est quelque chose qui va demander de la technicité, qui va demander un certain effort quelque part. Et je pense que pour rentabiliser cet effort, pour avoir un retour sur investissement, il est particulièrement important d'intégrer des fonctions dans cet adhésif. Donc, je vais vous présenter 3 études de cas qui sont assez génériques, hein. La première étude de cas, c'est un convertisseur de puissance par exemple d'un véhicule électrique, ça pourrait être de n'importe quel système d'électronique de puissance. Alors, en général, c'est des pièces que je pense que plusieurs dans l'assistance vont connaître, hein, des substrats métallisés, donc des céramiques, avec 2 couches de métallisation de part et d'autre, qui sont utilisées pour pouvoir y braser dessus des composants électroniques. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un composant dit BGA, Ball Grade Array en anglais, qui signifie simplement que c'est une puce qui a été retournée et qui est assemblée à son substrat inférieur par des petites billes, comme vous le voyez ici. Donc la première application dans laquelle on va nécessiter un collage pour réaliser ce module, ce convertisseur de puissance, c'est justement pour le collage de cette puce. Puisque souvent, alors on voit ces petites billes là, qui sont associées pour réaliser le contact électrique, qui sont brasées en général, et souvent cet ensemble est associé à une colle. Donc la colle a un rôle, on va dire, peut-être semi-structural, c'est-à-dire de renforcer ces billes et ces brasures pour pouvoir assurer une adhérence optimale. Alors les fonctions qu'on va donner, je parlais d'intégrer les fonctions, là on est en plein dedans. On a évidemment cet aspect de collage structural et on a aussi, c'est une application électrique, donc une isolation électrique. Là, souvent, si c'est de l'électronique, on va parler de très faible courant, faible tension. Si c'est de l'électronique de puissance, ça peut être plus élevé. Et enfin, là par contre, c'est pratiquement général. Ce sont des zones des composants électroniques qui chauffent énormément. Donc on va parler de tenue en température. Ensuite, alors
juste pour préciser également, des solutions d'adhésifs qui existent, qui sont un petit peu plus en amont, je dirais, du point de vue de la maturité. Ce sont des adhésifs qui sont conducteurs électriques cette fois-ci et qui vont permettre d'assurer par endroit un certain contact électrique. Là, on parle de faible tension, mais néanmoins un certain contact électrique pour pouvoir faire des câblages à je dirais, à des vitesses de cadence assez élevées. Deuxième application qu'on va retrouver typiquement sur ce type de module, c'est le collage des radiateurs. Donc là, on parle d'une pièce, généralement un radiateur, ça va être en cuivre, en aluminium, un matériau extrêmement conducteur évidemment, et on va vouloir le coller à ce substrat qui en soi déjà a été pas mal optimisé dans sa conception pour conduire la chaleur. Il est évident que là, on a tout sauf envie d'avoir une interface, un film d'air, et on va chercher à avoir une surface qui va être collante, et à la fois un polymère est un très mauvais conducteur thermique, hein. Donc c'est un matériau qu'il va falloir optimiser en termes de conduction thermique. Donc on va rajouter des charges céramiques pour pouvoir augmenter sa conductivité thermique jusqu'à quelque chose de plus acceptable qu'un simple polymère. Donc là, première fonction de cet assemblage adhésif, c'est une conductivité thermique. On a une tenue en température et toujours pareil, un collage structural, puisque généralement, on n'a pas trop envie de rajouter de la visserie pour assembler ce radiateur. Et enfin, dernière application qu'on peut retrouver, c'est un collage d'un boîtier. Le boîtier, généralement, est un boîtier thermoplastique injecté qui va, lui, servir d'isolant pour le reste des composants électriques et électroniques autour. Donc, ce joint-là, il va avoir une importance assez cruciale, ce qui va être chargé de compenser les dilatations différentielles. Ça, c'est une notion qui est très, très importante, je pense, à adresser dans l'industrie de la céramique, parce que dès lors qu'on va avoir de la céramique associée à un autre matériau, il est possible qu'on ait des coefficients de dilatation qui soient très forts, des différences de coefficients de dilatation, pardon, qui soient très fortes, et donc, de fait, il faut compenser ces différences. Donc, on va être sur non plus tellement une tenue structurale, mais plus jouer le rôle de joint qui va permettre justement d'amortir un petit peu ces différentes dilatations tout en gardant, et c'est très important dans ce cas-là, une étanchéité. Effectivement, on a de l'électrique dedans, on n'a pas très envie d'avoir de l'humidité, des fluides, des projections d'eau qui puissent potentiellement rentrer dans le composant. Et enfin, toujours pareil, on est sur une problématique de tenue en température puisqu'on est sur des composants électroniques qui chauffent plutôt pas mal. Donc, second exemple que j'ai voulu essayer d'adresser, il y en a énormément d'autres dans ce domaine, dans le domaine du médical, c'est le collage de prothèses dentaires. Donc là, typiquement, on est dans le cas où on va vouloir coller, résiner un implant sur un tissu vivant. Et donc là, ça pose tout un tas d'autres problématiques. La première fonction qu'on va demander à cet adhésif, ça va être là de faire un rattrapage de jeu. C'est-à-dire que c'est un matériau qui devra combler le vide entre la pièce qui va être collée sur la dent. Et donc, on va avoir un gros travail sur le choix de la texture de l'adhésif, c'est-à-dire je dirais son comportement presque mécanique lorsqu'il va être cisaillé. Lorsqu'on va l'appliquer, on va aller chercher ce qu'on appelle une thixotropie. C'est un gros mot pour dire qu'en fait, c'est un matériau qui va avoir un aspect de pâte assez collante avant mise en œuvre, et qui va être facile à étaler par contre, parce que dès qu'on va venir le cisailler, par exemple avec une spatule, on va venir l'étaler sur une surface, il va s'étaler et ne présenter aucune résistance à cet étalement. C'est typiquement la texture de toutes les pâtes à tartiner que vous avez dans le commerce et que vous consommez. Donc, première fonction, c'est cette fonction de rattrapage de jeu. Deuxième fonction qu'on lui demande, c'est de la biocompatibilité. Donc, ça, c'est une notion qui est extrêmement importante dans le cas du génie médical en général, des matériaux pour le génie médical. C'est qu'on va demander déjà de travailler en milieu humide, puisque l'humidité sera omniprésente lorsqu'on va démarrer ce collage. On va devoir adhérer sur des biofilms, c'est-à-dire des films, en l'occurrence potentiellement bactériens, qu'on va retrouver sur les dents. Et ça, c'est une réelle problématique, puisque ça va être des zones, justement, on va être en plein dans les interfaces de faible cohésion. Et enfin, c'est bien évident, j'aurais peut-être dû commencer même par là,
ça pose effectivement un problème d'innocuité. C'est-à-dire que la matière même utilisée doit être évidemment inoffensive pour l'individu qui va recevoir cet implant. Donc généralement sur ces adhésifs-là, et c'est un peu pour ça que j'ai choisi cet exemple, c'est parce que c'est typiquement le cas où on a besoin d'une prise rapide. Je pense que vous êtes un peu comme moi, le dentiste, c'est pas votre truc, et on n'a pas envie d'y passer des heures, et il est absolument intolérable d'attendre 1 heure qu'une réticulation se passe. Donc c'est pour ça que ce sont des réticulations qui sont généralement activées par ultraviolet, et ça nous donne le droit à une petite séance d'UV intrabuccale de quelques minutes, et c'est largement suffisant pour polymériser l'ensemble. Et enfin, alors c'est un collage qui va être assez problématique quelque part pour l'homme de l'art, parce que on va se retrouver à coller des céramiques avec des métaux, avec des tissus vivants. C'est une interface multiple, un collage multi-support, et ça représente une problématique assez complexe. Dernier exemple, un collage de pare-brise automobile. Alors j'ai voulu le traiter parce qu'il y a justement cette problématique potentielle d'un désassemblage. Alors comment on réalise un désassemblage? C'est une technologie, il y a plein de solutions très honnêtement pour réaliser ça, mais c'est un matériau, on utilise des colles dans lesquelles on va rajouter des matériaux qui vont, sous l'effet je dirais, d'un stimuli qui ne se retrouvera pas évidemment dans l'usage normal de l'adhésif, il va venir floculer, c'est-à-dire qu'il va venir gonfler, il va venir buller, et il va venir au final désintégrer et dégrader complètement l'interface. En l'occurrence, pour les adhésifs de pare-brise, il existe des solutions activées par la chaleur, donc avec des activations à haute température, à plus de 100 degrés, donc des choses qu'on ne va jamais retrouver sur le pare-brise d'une voiture, même garée en plein soleil, et on va par la même, du coup, dégrader cette colle et faciliter grandement le décollage. Outre cet aspect-là de désassemblage qui est particulièrement important pour le côté du pare-brise automobile, il y a évidemment un aspect de compensation des dilatations différentielles. Là, on est en plein dedans. On a du verre d'un côté et une structure métallique de l'autre, voire composite sur certains modèles maintenant. Une résistance à l'ultraviolet qui est évidente. On est en plein sur une zone très très sollicitée aux ultraviolets. On a évidemment besoin d'une étanchéité. Donc un petit mot maintenant des aspects liés à la production. Alors il y a probablement un certain nombre d'idées reçues sur le collage. Je souhaitais un petit peu aborder avec vous, et notamment en termes de cadence de production. Alors le premier procédé qui vient à l'esprit, c'est le procédé artisanal. Donc une façon de présenter un petit peu tous les modes de production qu'on peut imaginer sur un collage. J'ai choisi de le faire justement par texture, j'en parlais tout à l'heure, par texture de colle. La première texture, c'est des colles qui vont être très liquides et qui vont être déposées quelque part par capillarité. Alors là, je vous ai présenté l'exemple d'un frein filet. C'est typiquement le cas. Un frein filet, bon, à la limite, ça se met comme c'est le cas ici avant l'assemblage de la vis, mais néanmoins, on utilise aussi des colles qui vont servir à combler des jeux entre un arbre et son alésage. Et là, en l'occurrence, on joue sur le faible jeu déjà de prime abord qu'il y a entre cet arbre et cet alésage pour, par capillarité, faire en sorte que la colle pénètre dans cette zone et ensuite vienne polymériser à l'intérieur. Donc typiquement, là, après ce dépôt par capillarité de cet adhésif très très fluide, la mise en œuvre se fait alors soit à l'ambient, c'est-à-dire que je dirais la température ambiante apporte suffisamment de chaleur pour déclencher la réaction de polymérisation, soit par l'absence d'air. Ce sont des adhésifs dits anaérobies, c'est le cas de la plupart des freins filets justement, soit à chaud. Donc là, polymérisation assez classique, réticulation assez classique, soit par ultraviolet. Ensuite, on a les colles liquides. La différence que j'y fais là, c'est une différence évidemment de viscosité. La différence, ça va être que là, on va pouvoir faire une application avec un mode de fonctionnement peut-être plus simple, au pinceau, avec une spatule, avec une seringue éventuellement. Mais il va falloir quand même prendre garde parce que c'est une colle qui aura d'elle-même la capacité de couler toute seule sous l'effet juste de la gravité et potentiellement si on n'a pas conçu la pièce de manière à recevoir cette colle liquide,
on risque d'avoir une problématique d'écoulement un petit peu erratique de la colle sur toute la pièce. Ça peut être assez pénible à nettoyer. Toujours pareil, hein, dans le cas d'un procédé dit artisanal, ça peut se justifier, ça peut se mettre en œuvre. Donc la mise en œuvre, justement, c'est toujours pareil, soit à l'ambient, c'est-à-dire la température de l'air suffit à polymériser la colle, ou bien à chaud ou par ultraviolet. Autre mode, je monte un petit peu en viscosité, je passe sur des pâtes. Donc là, techniquement, on est sur des matériaux que, du point de vue purement physique, on ne peut plus appeler des liquides. Ce sont devenus des solides, mais ce n'est pas des solides comme on l'entend au sens, je dirais, presque mécanique du terme. On peut encore les bouger, les mettre en œuvre, mais en soi, ils n'ont plus cette capacité de couler sous l'effet de la gravité. Donc c'est typiquement le cas de tous les mastiques qu'on va retrouver et qui vont être très utilisés, notamment pour des collages, la tête en bas, des choses comme ça. Donc là, les mises en œuvre, c'est souvent l'ambient par l'humidité de l'air. C'était le cas typiquement des adhésifs silicone à chaud ou par ultraviolet d'encre. Un produit que vous connaissez tous, évidemment, c'est la colle en film. Alors, le fameux scotch, pour sans citer de marque, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique un adhésif PSA, un adhésif sensible à la pression. Du coup, là, c'est un film de colle qui a été déposé sur un matériau porteur. Alors, soit le porteur est dégagé au moment de l'application, c'est-à-dire qu'on vient maroufler ce film sur une surface, on retire le film porteur et ensuite on colle les deux substrats entre eux. Soit le film de colle est déposé sur un porteur qui va rester, c'est le cas typiquement du scotch, et ça me permet de faire l'assemblage. Là, pareil, je souhaite balayer les idées reçues. Les adhésifs PSA ne sont pas forcément des adhésifs faibles, au contraire. Dans certains cas, ça peut être très fort en termes d'adhésion. On peut accrocher pas mal de choses. Les adhésifs en film, après, présentent à peu près toutes les formulations possibles. Et ça peut être très utilisé pour mettre en œuvre, par exemple, deux grands substrats l'un sur l'autre pour pouvoir les assembler. Donc on retrouve typiquement des colles époxy, pour ne citer que ça, qui sont présentées sous forme de film préfabriqués. On vient déposer, maroufler sur une surface pour assembler deux pièces entre elles. C'est très utilisé dans l'industrie des composites, par exemple. Donc mise en œuvre à chaud, à l'ambient, sous pression. Du coup, je citais le cas de l'industrie composite, c'est typiquement ce qui est réalisé. On met cet ensemble, cet empilement de sandwich, de couches, en fait, on vient l'emprisonner sous une bâche tirée par le vide et on applique par-dessus une pression pour pouvoir assurer le collage. Et enfin, dernier cas, alors, certains doivent connaître les fameuses colles hot melt dont je parlais au tout début de la présentation. Sont des colles qui sont à l'origine solides dès lors qu'on les met en œuvre. Donc, vous voyez quelques bâtonnets de colle ici qu'on met en œuvre au pistolet. Un pistolet qui va être chauffant, thermochauffant, et qui va venir fondre localement la zone l'adhésif sur la zone où on va devoir coller, un petit peu à l'instar de ce qu'on ferait avec du brasage finalement. Et en se solidifiant, en étant liquide, le matériau va être extrêmement collant, et en se solidifiant, il va devenir inerte et assurer une tenue. L'appareil, il ne s'agit pas que de collage non structurant, on peut aller vers des tenues relativement bonnes. Et alors, là, je souhaitais présenter un petit peu tous les modes de mise en œuvre à peu près qui étaient envisageables. Donc là, j'ai parlé vraiment avec les mains, mais il faut se dire que tous ces modes de mise en œuvre peuvent être appliqués, peuvent être robotisés. Dès lors, c'est toujours pareil, dès lors que ça a été pris initialement dans le cahier des charges. Quelque chose qui est extrêmement important. Là, vous voyez, par exemple, ce sont des exemples que j'ai trouvés sur Internet de manière assez représentative, je dirais, de ce qui se passe. Dans le premier exemple, on voit un dépôt de colle qui est réalisé visiblement sur une optique de phare. Donc là, c'est une colle qui a été choisie probablement thixotropique, c'est-à-dire avec une certaine consistance, une très haute viscosité, pour empêcher l'adhésif de couler n'importe où et de rester proprement étalé sur le jour.
Donc là, c'est quelque chose qui est complètement automatisable, complètement robotisable et qui se fait même à très forte cadence. Associé à ce robot de dépose de colle, et il en va en exister pour tous les types de colle que je vous ai présentés là, associé à ce type de robot, vous avez des robots d'assemblage, c'est-à-dire qui vont, après la dépose de la colle, qui vont assurer la mise en contact des deux substrats à coller et pour passer à l'étape suivante. Après, pour tout ce qui est polymérisation, réticulation, vous allez pouvoir envisager des fours à passage, vous allez pouvoir envisager des solutions qui vont vous permettre de monter en cadence et d'atteindre des niveaux de production qui sont dignes de la la production de masse, je veux dire. Alors justement, associé à cette problématique de production de masse, je voulais quand même dire un mot sur les aspects CND. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une des grosses problématiques de l'industrie du collage, pas que pour la céramique, c'est de contrôler un collage. Vous verrez pourquoi j'aborde ça en plein milieu d'une discussion autour de la production, simplement parce que aujourd'hui, il est difficile de réaliser un contrôle non destructif d'un collage. C'est pour ça que dans la plupart des domaines de l'industrie, le collage est considéré comme un procédé spécial. Donc on y met un certain nombre de barrières, on verrouille un certain nombre de paramètres de production pour s'assurer que, in fine, on a un collage qui respecte le cahier des charges et qui va tenir sans qu'on puisse réellement vérifier ce collage en fin de chaîne. Donc la plus grosse problématique qui se pose, c'est ce qu'on appelle la problématique des interfaces dites non adhésives. En anglais, il y a un terme assez difficile à traduire à mon sens, qui est le terme de kissing bonds, c'est-à-dire une jonction intime, mais qui n'est pas adhésive. Donc en clair, vous imaginez un assemblage, plusieurs couches les unes sur les autres, avec de la colle au milieu. En fait, cet assemblage est très intime, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune pellicule d'air entre les différentes couches, mais en revanche, il n'y a aucune accroche. Et c'est un phénomène qui peut arriver pour diverses raisons, que j'ai d'ailleurs un petit peu abordé déjà dans la présentation. Mais ce kissing bond va être extrêmement difficile à détecter puisque finalement, tous les moyens optiques, que ce soit du rayon X, du scan acoustique, vont être complètement imperméables à cette absence finalement de gros défauts visibles au niveau de l'interface. Donc une solution qui a été étudiée pour remédier à ce problème, c'est une solution d'introduire un choc, d'introduire une certaine énergie de choc sur cette interface, un choc qui va être à même à décoller, enfin faire apparaître une liaison de faible énergie, sans toutefois être capable de casser un assemblage qui respecterait les contraintes du cahier des charges. Donc pour éviter toutes ces problématiques liées à la difficulté d'avoir des solutions de CND, alors cette solution de choc laser notamment, c'est des solutions qui sont aujourd'hui à des niveaux de maturité relativement faibles. Donc pour pallier en fait à l'absence de ces solutions de CND en collage, on introduit un système de sécurisation de tous les paramètres de la production de la ligne de collage et d'une collecte d'un maximum de données sur la chaîne de production. Et c'est un petit peu ce que nous permet aujourd'hui les technologies du big data. C'est si avant on avait des cartes de contrôle qui étaient d'une manière assez manuelle, qui ne prenaient pas des corrélations entre les différents paramètres, donc quelque chose d'assez sommaire finalement. C'est je suis contenté de ça jusqu'à présent, mais aujourd'hui, les technologies du big data nous permettent d'aller chercher des corrélations entre ces différents paramètres pour essayer d'en comprendre un peu mieux les raisons et d'apporter, je dirais, une meilleure maîtrise de l'outil de production en collage. Ça, c'est un outil qu'on développe avec nos collègues et voisins de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, qui est très impliqué sur ce type de sujet. Un mot enfin sur la méthodologie et l'état d'esprit quelque part à avoir quand on aborde une solution de collage. Ça me semblait intéressant de l'aborder avec vous aujourd'hui, dès lors qu'on va commencer à établir ce besoin de coller deux pièces entre elles. La première chose à faire, c'est un peu comme le cas de tout projet d'ingénierie, il faut avoir un œil, je dirais, averti sur la problématique afin d'établir un cahier des charges de la solution collée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le plus, je dirais, intéressant du point de vue retour sur investissement, quelque part, dans le cas d'une solution collée, c'est d'intégrer différentes fonctions.
Donc, il faut être bien sûr d'avoir pris l'ensemble des contraintes du cahier des charges pour pouvoir concevoir une solution collée qui soit pertinente et économiquement viable. Donc, une fois qu'on a sélectionné, qu'on a établi un cahier des charges solide et consolidé, qu'on vient donc évidemment de choisir d'une part des matériaux et d'autre part des traitements de surface, puisque quelque part, dans le cahier des charges, on va avoir des substrats qui vont être imposés. Et donc, ces substrats, il va falloir les traiter de manière à se préparer au collage. Donc, ça fait quelque part partie, au même titre que le choix de la colle, à le choix de la solution de collage. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, qui commencent à acquérir un réel savoir-faire dans le domaine du collage, considèrent que un collage ne se résume pas à un adhésif, mais se résume à un ensemble de solutions, l'adhésif, le traitement de surface et quelque part, ce que je disais tout à l'heure, la chaîne de production qui va avec pour pouvoir sécuriser cet ensemble. Donc, on va devoir travailler d'une part à optimiser le ou les matériaux, on va être dans un process de sélection, et le ou les traitements de surface avant d'aller plus loin. C'est une fois qu'on aura établi que tel adhésif représente le plus d'avantages, tel groupe d'adhésifs, hein, en général on sélectionne quelques-uns quand même, et quelques traitements de surface, c'est là qu'on se retrouve avec une matrice d'essai qui va marier donc traitement de surface et adhésif. C'est là qu'on va travailler sur l'optimisation du collage en lui-même. C'est là que le travail de cahier des charges va être fondamental, puisque derrière la notion de collage, il y a aussi la notion de moyens de production de collage. La solution ne sera plus du tout la même si on travaille à une faible production, une production unitaire, on va être plutôt sur des moyens artisanaux, ou si on est plus sur une production à très grande série, où là on va devoir passer par de la robotisation. Donc c'est hyper important d'avoir pris en compte cet aspect de production lorsqu'on va venir dans ces études d'optimisation de la solution collée. In fine, une fois que l'ensemble de ces points sera cerné, je dirais, on va commencer à travailler sur le vieillissement d'abord du matériau en lui-même, c'est-à-dire de l'adhésif en lui-même. Idéalement, il faudrait travailler également sur le vieillissement des substrats. J'en parle pas là, puisque clairement, des fois, on a des substrats sur lesquels on n'a pas d'impact, mais néanmoins, la notion de vieillissement de ce substrat-là va être importante puisque on va ensuite travailler sur le vieillissement de l'assemblage. Donc, il est évident, si je prends cet exemple qui sort un peu du contexte des céramiques aujourd'hui, mais si vous prenez un acier non inox, si cet acier vient à rouiller, c'est clair que l'interface va être affectée par cette corrosion et du coup, on va avoir une perte d'adhérence qui va être non liée finalement au vieillissement propre de l'adhésif. Donc, c'est cette notion-là de vieillissement du substrat va être importante aussi à prendre en compte. Donc, dès lors qu'on aura ensuite fait cette étude de vieillissement des matériaux et de l'assemblage collé, c'est ensuite qu'on pourra valider la solution de collage dans son ensemble. Donc voilà, c'est vraiment un process qui est relativement long, qui est, je dirais, multiphysique quelque part, qui est multicompétence également, qui demande beaucoup de communication, beaucoup d'échanges entre les différentes parties prenantes le long de la chaîne de collage et qui demande un certain temps. Donc en conclusion, je dirais que le collage est une solution qui est, à mon sens, très adaptée à l'assemblage de matériaux céramiques, notamment, c'est l'exemple que j'ai cité en premier pour cette notion de rattrapage de jeu, cette notion de compensation des dilatations différentielles. Éventuellement, on peut parler de résistance au choc aussi. On peut apporter cette dimension-là d'assemblage structural simplement. Il est finalement, et c'est ça ce qu'il faut retenir, il est adapté à tout type de production, tout type d'environnement. J'en profite en parlant d'environnement. Vous voyez ici une photo d'un lieu qui nous est cher à Tarbes et dans toutes les Hautes-Pyrénées. C'est l'Observatoire du Pic du Midi, puisque Technacol possède des moyens de test sur le toit de l'observatoire, donc à 2877 mètres d'altitude, où certains assemblages collés sont en vieillissement à l'heure actuelle pour justement s'adapter à des environnements qui sont, je dirais, terrestres, mais extrêmes, puisque bon, les températures sont dans l'extrême négatif en hiver, avec des variations de température quotidiennes très élevées.
et des conditions de vent qui sont fort peu agréables, je dirais. Et pour finir, un collage nécessite un travail d'ingénierie préparatoire qui est assez proéminent, qui est assez important, qui se calcule. Et pour ça, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour avoir plus d'informations et plus de détails sur un sujet qui vous tient plus particulièrement à cœur. Merci en tout cas pour votre attention et je suis impatient de répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup Mathieu pour cette excellente présentation avec beaucoup de pédagogie et très claire. En tout cas, c'est ce que je trouve. Il y avait une question. Quels sont les principaux défauts de collage et leur impact sur la qualité de collage? Alors, si j'avais à répondre à ça, typiquement, c'est notamment une de nos fonctions chez Technacol de réaliser des audits chez nos clients pour expertiser, je dirais, une perte d'adhérence. La première des choses que je regarde en général, c'est des pollutions qui sont faites lors des préparations de surface. Les premiers réflexes, c'est de contrôler les dates de péremption des cols, les paramètres de mise en œuvre des cols. C'est un petit peu comme quand vous voulez réparer votre imprimante, que vous vérifiez le câble. C'est rarement ça le problème. Par contre, des cas beaucoup plus vicieux se trouvent dans la préparation. Typiquement, pour tous ceux qui font du traitement de surface, vous avez des bains de rinçage. Généralement, c'est des bains dans lesquels s'accumule un certain nombre de polluants avec le temps. S'ils sont mal nettoyés, ils sont souvent mal nettoyés, mal détectés, parce que ça reste un bain avec de l'eau normalement, donc on n'y prête pas garde. Et donc, généralement, il y a des pollutions qui s'y trouvent. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est des pollutions liées à des mises en œuvre. Je cite juste cet exemple, mais ne serait-ce que dans le choix des gants pour protéger le personnel, certains gants vont présenter des inhibiteurs de réaction de polymérisation pour certains adhésifs. Donc là, déjà, il y a un certain nombre de démarches à avoir. Après, on peut avoir, je dirais, effectivement, je l'ai cité quand même, hein, ça arrive, des problématiques de péremption d'adhésifs qui n'ont pas été détectées par le processus qualité en place, ou simplement aussi, plus en amont, la fabrication de l'adhésif lui-même qui a présenté certaines fois une difficulté. C'est assez rare, mais ça peut arriver. Voilà, c'est à peu près les éléments que je vois là. Et alors, la conséquence sur le collage, je crois que ça faisait partie de la question, ça peut aller de simple... Alors, ça peut aller jusqu'à être détecté déjà dans la chaîne, donc c'est juste une perte sèche dans la production. Soit ça peut aller sur des défaillances en service si c'est plus grave. D'accord, très bien, merci. Alors, on a un ensemble de deux questions. Alors, en fait, c'est deux personnes qui ont posé à peu près la même question. Quels sont les moyens actuels de contrôle destructif de collage ou du coup d'adhésif? C'est la question qu'on a posée. Et quelles sont leurs limites et en quoi sont-elles pénalisantes? Il me semble que tu as un petit peu répondu à la question. Peut-être aller peut-être plus loin par rapport à ce que tu as dit. Alors déjà, les moyens de contrôle, donc beaucoup destructifs, hein, puisque j'ai déjà mentionné que le contrôle non destructif, c'était un petit peu compliqué. Le contrôle destructif, c'est toutes les phases qu'on va avoir. C'était un petit peu ce que je présentais sur cet aspect ici, l'optimisation du collage. On va réaliser des assemblages dits modèles. Alors, c'est-à-dire que typiquement, ce que à peu près tout le monde visualise, sont des assemblages de simples recouvrements, c'est-à-dire qu'on va avoir deux substrats collés l'un sur l'autre et on tire dessus. Alors, cet assemblage, clairement, il est adapté, il est relativement facile à faire, relativement facile. Il va être adapté à certains adhésifs et certains substrats. Pour ne citer que cet exemple, parce qu'après, on pourra en débattre pendant très longtemps, mais typiquement, si jamais on a des substrats qui sont très rigides et un adhésif qui l'est moins, si on a une grosse différence de rigidité, en somme, entre les deux substrats et l'adhésif, là oui, cet assemblage est pertinent. En revanche, si on est sur de rigidité à peu près équivalente, là ça va être compliqué puisque finalement tout le monde va se déformer et on va mesurer autant la déformation que la rupture. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va chercher à imaginer une éprouvette dans laquelle les efforts vont se centrer sur l'interface entre l'adhésif et le substrat. De fait, s'il doit y avoir rupture, il va y avoir rupture au niveau de l'interface et pas ailleurs. D'accord? On va créer un point de faiblesse à cet endroit
pour ne mesurer qu'à chaque fois la rupture de l'interface et pas le reste. Si on veut mesurer l'adhésif, on le fait dans la partie optimisation du matériau adhésif. Si on veut mesurer le substrat, évidemment, on ne va pas mettre un adhésif dessus, on tire dessus et on voit ce que ça donne. Donc là, vraiment, l'idée, c'est d'aller chercher le maillon faible qui est cette interface et on va aller chercher à mesurer au bout de quel effort, en fait, il va lâcher. Et une fois qu'on a mis au point ce test, finalement, libre à nous de modifier tous les paramètres de mise en œuvre, aussi bien du traitement de surface que de mise en œuvre du matériau, que peut-être même des substrats. On peut venir à remettre en question le substrat lui-même, afin d'arriver à maximiser cet effort de cisaillement, cet effort qui va permettre de détacher l'interface, et pour revenir après sur l'application plus concrète, où on aura finalement, en appliquant les mêmes paramètres, sécuriser un maximum le collage. C'est la démarche qui est mise en œuvre typiquement sur une industrie qui est très à cheval, je dirais, sur la sécurité, hein, l'industrie aéronautique. On va venir chercher à sécuriser tous ces paramètres en amont pour être certain pour arriver à la conclusion que si je respecte ces paramètres de prod, si je suis dans un état matière donné au démarrage de la production, si tous les paramètres sont respectés, il n'y a aucune raison d'obtenir une défaillance in fine. Et quand même, après, je vais faire entre guillemets, des tentatives de contrôle non destructif sur ces assemblages pour vérifier qu'une dernière fois, qu'on est dans un collage qui est optimal. C'est comme ça qu'on arrive à certifier des collages structuraux sur des structurables. D'accord. Et pour récapituler en deux mots, les CND qui existent qui sont utilisés en bout de chaîne, si je peux dire, ce serait quoi en deux mots? Alors, la première chose qui va être faite, c'est aller détecter les défauts majeurs, c'est-à-dire les vides, les bulles, des infractuosités, etc. Donc là, de la tomographie pour les plus riches, du scan acoustique pour les un peu moins riches, du tap test pour les beaucoup moins riches, du coup. Alors, tap test, simplement, c'est avec un marteau, on tape et on mesure, alors soit avec des appareils de mesure acoustique assez précis, soit simplement à l'oreille, et ça peut suffire très honnêtement à discriminer des collages. On arrive à détecter des erreurs de collage majeures, je dirais. Et après, dans des cas plus vicieux, je dirais, ce que je disais tout à l'heure, l'exemple des kissing bonds, il y a des technologies aujourd'hui qui travaillent sur, entre autres, le choc laser, le scan thermique aussi, parce que des fois, le fait qu'il y ait une interface non adhésive, on peut avoir une conductivité thermique qui est légèrement différente. Donc, en faisant un essai de conductivité, on arrive à voir s'il y a eu des défauts. Enfin, il y a un certain nombre de technologies comme ça qui sont en cours d'étude. Très bien. Et toujours dans cette partie CND, après je passerai à un autre sujet, mais dans le cadre de ces nouveaux potentiels de nouveaux moyens de CND, quels seraient les paramètres importants à mettre en place ou à étudier? Pour moi, c'est quelque chose, effectivement, ça fait partie du travail de conception du collage, de s'assurer que la pièce, in fine, va être contrôlable. Donc, pourquoi pas se simplifier déjà la tâche en donnant une fonction supplémentaire à l'adhésif, ce que je disais tout à l'heure, en y mettant un traceur qui va réagir à tel ou tel stimuli, pour pouvoir être détectable finalement, détecter la présence ou l'absence d'adhésif. Donc, c'est typiquement ce genre de paramètres qu'on va pouvoir essayer de travailler. Il y a aussi les histoires, je citais tout à l'heure, des moyens CND en scan acoustique, en scan rayon X. Donc le fait de choisir d'avoir des matériaux qui sont avec des coefficients de transmittance à ces différents rayonnements ou vibrations qui vont être suffisamment différents, ça va créer en fait des artefacts au passage d'un matériau à l'autre qui va faciliter le contrôle. D'accord, très bien. Alors ensuite, il y a une autre question concernant le kissing band, pardon. Un peu plus de détails sur les techniques de décollage, détection par choc. Alors, je ne sais pas quels détails supplémentaires on attend. Alors, pour reprendre cette problématique, hein, qui est une réelle problématique, hein, l'idée étant, encore une fois, de faire du mal, mais ne pas détruire.
c'est-à-dire apporter une quantité d'énergie par choc suffisante pour détecter une très faible cohérence, sans pour autant détruire un assemblage qui aurait été acceptable. Donc ça, c'est un travail assez délicat. Il s'agit évidemment de caractériser, de faire tout le travail d'optimisation comme vous l'avez à l'écran. Une fois que vous avez optimisé votre collage, vous savez quelles sont ses limites. Donc, vous savez définir une enveloppe de choc au-delà duquel le matériau va à sa défaillance. Et l'idée, c'est de mettre au point, pour valider cette technologie-là, c'est de mettre au point un collage qui, lui, qui a été saboté quelque part, dans lequel on a par exemple pollué l'interface avec un agent démoulant, pour reproduire, essayer tout moins, parce que c'est encore une fois quelque chose d'assez délicat, pour essayer de reproduire ce fameux kissing band, pour pouvoir ensuite tester une méthode de désassemblage par choc et de définir le niveau de choc qui va être nécessaire pour obtenir ce désassemblage, et en espérant qu'on ne se rapproche pas trop près du choc pour désassembler un assemblage correct. Donc la technique qui est utilisée pour, je dirais, doser ces chocs, que je connais en tout cas, hein, je n'ai pas la prétention de connaître toutes les techniques, c'est une technologie de choc laser. Donc c'est un tir laser qui va apporter cette onde de choc et qui présente l'avantage d'avoir une possibilité de doser finalement la quantité d'énergie qu'on apporte pour pouvoir faire ce test. D'accord, très bien, merci. Une autre question, quelles sont les spécificités liées au collage des céramiques par rapport à d'autres matériaux plus classiques? On parle de questions au niveau de la rigidité, de la porosité, de la composition chimique. Alors, la spécificité, c'est que souvent, on va travailler avec des adhésifs qui sont organiques et que la céramique est inorganique. Donc ça, c'est le premier challenge, je dirais. Donc, il va falloir travailler sur la compatibilité de l'adhésif avec la céramique. Je vous rassure tout de suite, c'est loin d'être un problème. La porosité, alors s'il doit y avoir porosité, je pense que ce n'est pas le cas de toutes les céramiques, mais si une céramique doit être poreuse, je dirais que c'est tout à l'avantage du collage. Parce que justement, on va avoir cette diffusion. Pour vous donner un contre-exemple quelque part, pour coller de manière efficace un aluminium, on va l'anodiser pour justement recréer cette couche céramique poreuse en surface pour pouvoir créer cette accroche. Donc là, c'est plutôt à l'avantage. En termes de rigidité, là aussi c'est un challenge, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il va falloir travailler cette fois-ci sur la compatibilité en termes de différentiel de coefficient de dilatation. Donc clairement, il y a deux stratégies. Soit on va prendre un adhésif qui va être le plus rigide possible pour s'approcher de la rigidité de la céramique et de son coefficient de dilatation, auquel cas tout le monde dilatera ensemble et les efforts, je dirais, les contraintes mécaniques générées à l'interface seront acceptables pour le collage. Soit, deuxième stratégie, je vais prendre au contraire quelque chose de plus flexible possible, le plus souple possible, qui va avoir probablement du coup une fâcheuse tendance à dilater très très fort. Mais néanmoins, étant donné sa faible rigidité, je dirais que les efforts qui vont être générés à l'interface seront totalement négligeables pour le reste de l'assemblage. Je suis évidemment en train de parler là d'un cas où on est dans un assemblage semi-structural, ou carrément juste un simple joint d'étanchéité dans lequel on va rechercher d'avoir un adhésif qui adhère au substrat en permanence pour assurer cette étanchéité, éventuellement qui apporte une certaine tenue mécanique plus dans le sens des tenues aux vibrations, amortissement vibratoire, compensation des dilatations, des jeux différentiels, etc. Mais certainement pas un adhésif qui va encaisser des efforts importants. Très bien, merci. Alors du coup, je vois qu'il est 15 heures. Je propose de répondre aux deux dernières questions très rapidement. Et de toute façon, les personnes, si elles veulent plus de détails, qu'elles n'hésitent pas directement à revenir vers toi pour entrer dans les détails. Alors, l'avant-dernière question est, quelle est la part des collages structuraux par rapport au collage standard? Leur proportion se développe-t-elle? Alors oui, ça se développe parce que passez-moi l'expression, mais c'est très sexy hein, sur le papier, un collage structural. On se passe de vis, potentiellement on se passe de soudure, éventuellement on peut monter en cadence très rapidement, donc c'est recherché. En termes de masse également, on est gagnant en général. Donc voilà,
plein de raisons, on cherche à aller là-dessus. Ce qui pose problème, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est cet aspect de contrôle, de difficulté de faire du contrôle non destructif et de s'assurer de la non-défaillance. Et des industries comme l'aéronautique, l'exemple que je citais, qui sont évidemment hyper regardantes sur ces aspects sécuritaires, mettent en place tout un tas de stratégies pour justement sécuriser ces assemblages. Donc c'est peut-être ça le frein finalement à l'assemblage structural, c'est la capacité ou non à sécuriser les paramètres de production. C'est tout l'enjeu de notre métier, clairement, de développer ça. D'accord. Et du coup, Et pour proportion, je pense que je dirais une bêtise, mais si je devais dire quelque chose, ce serait dans les 20%, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, je ne sais pas. d'accord. Et du coup, dernière question, quelle proportion de collage pour les céramiques comparativement à d'autres moyens d'assemblage? J'aurais extrêmement peur de dire une bêtise là-dessus. Je pense que le collage est quand même très utilisé dans l'industrie céramique pour la simple et bonne raison que ça présente beaucoup d'intérêt finalement. De par ce que je disais, hein, on va pouvoir rattraper les dilatations, on va pouvoir compenser les défauts, éventuellement rattraper les jeux. Donc ça présente pas mal d'intérêt. Citer un pourcentage, très honnêtement, j'aurais trop peur de dire une bêtise. Ça marche. Et du coup, je vais te laisser le mot de la fin, juste pour que peut-être tu me dises en deux, trois mots, Technacol, ce que vous faites comme service, ce que vous proposez aussi aux structures, parce que j'ai cru comprendre que tu l'avais pas trop abordé dans la présentation, et puis ça peut être sympa, je pense que les gens sachent. Alors, volontairement, oui, je ne l'ai pas trop abordé dans la présentation pour rester sur un aspect purement technique. Alors, nous sommes, comme je l'ai dit en introduction, un centre régional d'innovation et de transfert de technologies. Nous sommes basés donc à Tarbes, au sein de l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes, avec laquelle nous travaillons en étroite collaboration. Nous réalisons, on va dire, 4 grands types de prestations. La première prestation sont des études sur typiquement ça, ces technologies de collage, pour pouvoir aller du cahier des charges jusqu'à la mise en production quelque part. Nous pouvons réaliser des pré-séries, des prototypages, mais voilà, ça va s'arrêter là. Après, on va par contre accompagner nos clients dans la mise en production et le choix de l'outillage, etc. Je précise un point important, on n'est pas lié à des vendeurs d'adhésifs, ce qui laisse, je dirais, une libre place à la créativité en termes de choix matériaux. Deuxième proposition technique qu'on est capable de faire, c'est de l'audit. De l'expertise en cas de défaillance. Donc là, on se déplace chez nos clients pour auditer leurs moyens de production et comprendre avec eux ce qui a pu leur poser problème ou simplement pour améliorer leur démarche de collage actuellement mise en place. Troisième volet, c'est la formation. Donc là, on a un cours de formation. Donc je vous engage à revenir vers moi si cela vous intéresse. Donc on a des sessions de formation qui sont disponibles, qui sont programmées tous les semestres, je crois. Et le cas échéant, s'il y a un besoin spécifique qui se fait sentir chez nos clients, on peut développer une formation sur mesure pour s'adapter, je dirais, un peu au cadre spécifique d'une entreprise. Ces formations sont destinées à des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des fois des cadres dirigeants aussi, pour pouvoir avoir une meilleure compréhension du domaine dans lequel ils travaillent. Et la dernière prestation, ce sont des prestations d'essais, donc des essais mécaniques, des essais physico-chimiques, des essais de vieillissement. Je parlais de la plateforme de vieillissement dont nous disposons sur le pic du Midi, mais nous avons des moyens évidemment laboratoires pour recréer de l'humidité, de la température, du brouillard salin également. Donc voilà, on a des moyens d'essai. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si ça a suscité de l'intérêt chez vous. Parfait. Ben, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation et toutes les réponses aux questions que tu as pu apporter. Merci beaucoup à tous les participants qui sont venus, qui sont connectés pour cette session, cette deuxième session des WebTech to Tarbes.